Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un journal de vlog placé sous le signe de la fraîcheur, puisque je crois qu'on est à 36 degrés actuellement là, dans le bureau. On va dire que c'est mon côté survivaliste. Je vais démarrer immédiatement par les choses vues récemment. On va passer tout de suite, enfin on va commencer pour s'en débarrasser par la saison 3 de Squid Game. Vous savez, si vous avez vu mon retour à l'époque de la sortie de la saison 2, enfin de la première partie de la saison 2, puisqu'en fait c'est un peu la deuxième partie de la saison 2 là qui est sortie. J'avais beaucoup aimé, hein. Je sais qu'il y en avait qui avaient été très déçus, un peu crié au foutage de gueule. Moi je m'étais régalé, j'avais trouvé que c'était excellent. J'étais ultra confiant pour du coup la saison 3, alors on va dire ça, normalement on a pris. Je suis extrêmement déçu et perplexe, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'avais pu apprécier dans la première saison et vraiment adoré dans la seconde, c'est totalement délité sous mes yeux, embué de larmes, dans la saison 3. Je l'ai trouvé interminable. Des longueurs, mais vraiment à chaque épisode en fait. Et les moments de tension, les moments, même les jeux par exemple, quoi, notamment l'épisode 2, où c'est quasiment full jeu. Voilà, j'ai vu qu'il y en a qui ont crié au chef-d'œuvre, que c'était haletant, limite ils criaient devant leur écran et tout. Moi je somnolais devant mon écran. Je suis vraiment voilà, dépité. C'est beaucoup trop long, trop lent, et surtout c'est la saison du pleurnichage. C'est la saison vraiment de l'émotion facile, tout ce que je déteste en fait. Donc c'est vraiment, ça tire tes larmes, mais alors vas-y, tu vas chialer salaud. Bon, c'est nul, j'ai trouvé que c'était nul. Voilà, je ne capte pas, je félicitais, j'ai oublié son nom, enfin le créateur de la série dans ma vidéo retour sur la saison 2, et là je lui en veux, je lui en veux carrément. Pour moi il a cédé à toutes les facilités, voilà, pour caresser dans le sens du poil le spectateur, mais alors vraiment sur moi ça n'a pas du tout pris. Et en plus il s'était vanté que la fin était définitive. Enfin, vous allez voir, c'est une fin, alors c'est la fin finale qui conclut tout. Et pas du tout, évidemment, pas fou le mec. Donc non, ça pourrait tout à fait continuer, mais alors à l'aise Blaise. Alors ça peut toujours continuer, tu peux toujours trouver un moyen de faire repartir la machine, hein. Mais là, c'est pas subtil. Et puis trop de moments où ça m'a carrément gonflé, quoi. Il y a un exploit, c'est que les personnages auxquels je m'étais attaché, je dis franchement, que je trouvais bien écrit, assez enfin très bien interprété aussi, tout ça, sont devenus des caricatures imbuvables, et à mi-chemin, enfin dès l'épisode 3, toutes les personnalités que j'appréciais, ou enfin en tout cas auxquelles je n'étais pas indifférente, je m'en battais les steaks, mais complet, voire je les trouvais horripilants. Notamment par exemple la vieille, j'avais hâte qu'elle crève, quoi. Ah putain, c'était mon moment de bonheur dans cette troisième saison, voilà, mini spoiler. Enfin vous vous doutez bien que c'est pas elle qui va gagner le jeu, quoi, hein, bon. Elle, franchement, elle se ramène, mais à plusieurs reprises en plus, elle se ramène vers les autres prisonniers. Tiens, une patate douce, il faut que tu te nourrisses pour avoir des forces si jamais il y a un prochain jeu. Même si tu n'as pas faim, tu dois manger. Tiens, prends de l'eau également, c'est pour t'hydrater, car si tu ne t'hydrates pas, tu seras trop faible pour pouvoir... Ah putain, oh, gueule. Bon. Et ça à plusieurs reprises. Et c'est des scènes de pleurnicherie qui durent 1000 ans. Puis vient un autre événement insupportable et totalement improbable. Mais bon, on va me dire, Squid Game, c'est pas probable. Certes, mais à partir de la naissance du bébé... Ah merde, c'est n'importe quoi. C'est une insulte au peu d'intelligence qui te reste, parce que tu te sens quand même un peu lobotomisé. Et alors là, il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'histoire, quoi, par rapport à ce bébé. Mais c'est ridicule, putain. C'est ridicule. Donc bref, et alors la toute fin, c'est de la merde. J'ai carrément détesté le parti pris, hein, je veux dire. Voilà, ça je vous le spoil, je vous le spoil pas. Par contre, mais c'est nul. En fait, c'est exactement ce que j'espérais qu'aurait pas lieu, comme fin, comme type de fin. Voilà, un genre de semi-happy end, mais c'est ultra niais, et non, là, je peux pas, franchement j'aimerais spoiler pour dire enfin, ce qui m'a tellement énervé, mais voilà, bah, tout le dernier épisode, vous allez, voilà. Enfin, toute la deuxième partie du dernier épisode. Merde.
Merde, merde, merde. Donc, au chiottes. Voilà, je ne m'attendais pas du tout. Hein. Je m'étais préparé à binge-watcher en mode jouissance absolue et à vous faire un compte-rendu dithyrambique. Donc, ce ne sera point le cas. Alors, que vous dire d'autre? J'ai vu également, ah oui, The Last Showgirl, le film de Jack Coppola. Donc, petite fille, sauf erreur, de Francis Ford Coppola. Et alors oui, avec donc le grand retour de Pamela Anderson dans un rôle dramatique, bouleversant, qui va vous faire pleurer aux larmes. Pleurer aux larmes. Ouais, je m'excuse, mais il fait trop chaud, les gars. Il fait trop chaud, c'est ça ou pas de vidéo? Bon. J'avais vu des retours, enfin des retours, ouais, des critiques qui étaient vraiment dithyrambiques. Et je me disais, ouais, je le sens carrément bien. Moi, Pamela Anderson, je m'en fiche complet. Hein. J'ai jamais été fan. J'ai même jamais fantasmé sur elle à l'époque d'Alerte Malibu. Je la trouvais pas belle. Donc voilà, ça aide hein, à ne pas fantasmer dessus quand t'es ado. Donc moi, ado, c'était, je sais plus sur qui j'avais des crushs, mais c'était pas du tout sur Pamela Anderson. Alors pas du tout, du tout. Par contre, j'aimais bien Alerte Malibu quand même, hein, pour le côté enquête et tout. Mais j'étais plus team David Hasselhoff, quoi, que je trouvais super marrant et tout. C'est passionnant, mais presque. Alors là, aux côtés de Pamela Anderson, on a David Bautista et Jamie Lee Curtis. Alors, Bautista, il m'a mis KO. C'est le mec qui tue tout dans ce film. De très loin, la meilleure perf. Il m'a bouleversé. Je l'ai trouvé ultra crédible, incroyablement touchant. Toutes les scènes vraiment où il a des longs speeches et des trucs comme ça. Waouh, je me disais, mais il est incroyable. Donc lui, bravo, fabuleux et tout. Jamie Lee Curtis également, je l'ai trouvée excellente. Elle a un rôle en plus vraiment assez étonnant. Et je pense qu'elle s'est fait super plaisir, parce que là c'est vraiment de la composition à balle. Et moi, c'est une actrice que j'adore. Et quand je dis que voilà, enfin que j'adore hors les films faciles, parce que bon, on ne fera pas croire que dans la série d'Halloween, etc., ça exige d'elle un jeu d'actrice extraordinaire, mais elle a fait un milliard d'autres films où je la trouve excellente. La déception, elle vient de Pamela Anderson, qui pourtant ne joue pas mal, hein, je peux pas dire ça, mais ne dégage rien. Voilà, c'est terrible. Hein. Voilà. L'histoire, en gros, mais sans rien vous spoiler, c'est vraiment le pitch de base. C'est une ancienne danseuse dans une revue en fait à Las Vegas qui est une déclinaison du spectacle du Lido à Paris. Donc voilà, très rétro à l'ancienne, machin, et qui a eu son heure de gloire dans les années 80 et a continué, bon an mal an, à faire son métier jusqu'à maintenant. Et alors là, elle est effectivement âgée, très âgée, enfin trop âgée pour ce genre de spectacle, ça c'est évident. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs, hein, enfin bon bref, mais elle sent que voilà, là c'est le spectacle va fermer ses portes et elle a une vie très difficile. Voilà, et c'est très compliqué, avec une relation notamment avec sa fille qui est très dure, enfin sa fille qui est devenue adulte mais qui passe la voir de temps en temps, mais c'est très très compliqué. Rien ne va, c'est très très sombre. Au final, je n'ai pas lu de comparaison, mais pour moi ça saute aux yeux quoi. C'est un film qui tente de renouveler l'exploit de chefs-d'œuvre comme Living Las Vegas avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue, un de mes films préférés, et de The Wrestler avec Mickey Rourke, dont je parle de temps en temps, qui pour moi est un chef-d'œuvre total également, qui est bouleversant. Et réellement, c'est un mix de ces deux histoires-là. Et du coup, alors, oui, non, c'est pas original, ça c'est sûr. Enfin, si t'as vu The Wrestler et Living Las Vegas, tu sens vraiment je prends un peu de ça, bon. Mais pourquoi pas? Mais au final, pour moi, c'est un film qui manque totalement sa cible. Tu n'es pas ému, enfin moi non, en tout cas, sur moi ça n'a pas du tout fait. Mais j'ai vu qu'il y a pas mal de critiques qui sont un peu dures aussi. Il y en a qui crient au chef-d'œuvre, hein, vraiment, genre c'est extraordinaire, vous n'allez pas vous en relever. Et il y en a qui disent c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est raté, voilà, ça ne marche pas. Et pour moi, ça ne marche pas du tout, donc je vous le déconseille carrément. Mais c'est pas irregardable. Et une fois de plus, en fait, je vous le déconseille, oui et non, parce que étrangement, enfin pas étrangement, mais les scènes avec Jamie Lee Curtis et surtout les scènes avec David Bautista, elles sont magnifiques. Et il y en a certaines qui auraient pu faire date, quoi, vraiment. Le souci, c'est Pamela Anderson, ce n'est pas une grande actrice. Et là, malheureusement, c'est un rôle pour une grande actrice. Et c'est pas qu'elle est à chier, quoi, mais elle a pas de charisme, elle a pas de... Enfin, moi, je ne suis pas rentré dedans.
Bref, je continue rapidement avec Deep Cover, une comédie sur Prime Video avec Bryce Dallas Howard, donc l'héroïne de toute la saga des Jurassic World, pour ceux qui verraient pas trop, et Orlando Bloom, qui est très drôle dans ce film. Alors c'est une petite comédie légère hein, sur un inspecteur de police qui va engager, mais en off, quoi, enfin c'est au black, on va dire. 3 comédiens amateurs qui sont des spécialistes, oui et non, de spectacles d'impro. Donc voilà, donc ils sont dans des petits cabarets, dans des clubs, quoi, des bar clubs, quoi, où ils font des spectacles d'improvisation. Vous connaissez tous, hein, il y avait une mode à une époque en France comme ça, là. Donc on monte sur scène et puis quelqu'un donne le sujet et vous devez improviser un sketch, enfin un truc voilà. Et il va les engager pour infiltrer, pas vraiment au début, mais ça va partir en couille très vite. Enfin en tout cas, servir de taupe quoi, pour essayer de repérer des dealers, tout ça. Et sauf que voilà, et ça va dégénérer et ils vont se retrouver carrément à infiltrer un réseau beaucoup plus puissant, important, enfin voilà, les gros patrons et tout. C'est très léger une fois de plus, hein, c'est pas finot de ouf, mais moi j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai passé un bon moment, il y a quelques scènes qui sont assez drôles, là je le dis franchement, enfin moi ça m'a fait rire. Orlando Bloom est assez drôle par exemple, moi c'est pas un acteur que j'adore, mais là j'ai trouvé je pense qu'il s'est bien amusé. Voilà, c'est très sympa toche quoi, voilà, un film d'été, un soir, tu l'auras oublié très vite, mais tu regretteras pas de l'avoir vu, enfin je pense quoi, mais voilà, une comédie légère. À déconseiller totalement par contre, mais vous en avez sûrement pas entendu parler, Marshmallow, et là vous dites Marshmallow, une autre comédie, et non, un film d'horreur à la 1,24, hein, vous voyez le genre, sur un gamin qui va partir en camp de vacances, voilà, près d'un étang, enfin tout ça, et il y a une légende, alors pas urbaine, hein, forestière, très drôle, qui est raconté traditionnellement chaque année, etc., par les adultes quoi, qui gèrent les gamins. Et puis c'est sur donc un genre de docteur savant fou qui voilà, chasse des proies, les torture dans son laboratoire secret, enfin bref. Et tout d'un coup au milieu de la nuit, oh là là mon dieu, voilà, un type surgit et pardon j'ai chaud. S'attaque aux enfants et on va découvrir plein de choses cachées. C'est typiquement le mode de film où le type il écrit et il se dit oh là là j'ai été trop fort. Là le public il va faire genre oh mais non voilà. Et sauf que moi j'ai dit oh mais non voilà. L'importance de la tonalité. Donc c'est nul, voilà. J'ai vu qu'il y a des critiques qui disent que c'est génial, mais non, génial, ça ne l'est pas. Alors vraiment c'est un petit film indé, hein. Mais il y a un bon buzz hein, aux États-Unis en tout cas. Je l'ai vu sur un site pirate évidemment. En France, c'est le genre de film typique qui va être sur merde comment ça s'appelle, je confonds toujours Shadows et ouais si c'est Shadows en France. Enfin bon bref, la plateforme horrifique française. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Alma and the Wolf. C'était pas bon. Alors celui-là, il est sorti chez nous, hein, parce que j'ai vu ça. Film de loup-garou très barré. Alors de loup-garou, oui et non. Hein, enfin, vous allez voir. Hein. Sur voilà un père à la dérive qui a des visions. Mais a-t-il vraiment des visions? Haha, mystère. De loup-garou et relation difficile avec son fils. Il va se passer quelque chose avec son fils. Suspense. Enfin, vous doutez bien que c'est pas un événement heureux. Genre il gagne au loto ou c'est son anniv. Non, c'est pas ça. C'est un truc pas cool. Et il va s'enliser dans la folie. Il y a des moments où ça se veut un peu sérieux. Il y a des moments où ça se veut complètement vraiment à la A24 là également. Hein. Et moi, ça m'a fait penser à une version prétentieuse et assez médiocre au final de Wolf of Snow Hollow, là, le film indépendant, le petit film que j'adore. Je vous en ai bassiné les oreilles régulièrement avec ce film. Et là, t'as l'impression que le réal, il a vu The Wolf of Snow Hollow et il s'est dit ouh, ça c'est vraiment un angle, enfin sur le loup-garou qui est génial, qui est ultra audacieux et tout. Est-ce que je peux pas moi aussi faire un truc audacieux, original et un peu à la fois comique tragique et tout, mais bon différent bien sûr. Et voilà. Et il a fait Alma and the Wolf. Et moi je me suis fait yesh, je trouvais que c'était pas bon. À la fin, non. Et il y a des séquences où tu sais pas si tu dois rire ou
On restait sérieux et t'as vraiment l'impression d'être devant un délire à la 24, quoi. Je vais conclure avec 2 documentaires. Chaos d'anthologie, La croisière ne s'amuse plus sur Netflix. C'est la même série, enfin c'est la même, comment dire, c'est une série de docus en fait, hein. Et c'est eux qui avaient fait le truc sur Travis Scott, là, Astroworld, dont je vous ai parlé, je crois, dans le précédent JDV. Et donc là, c'est sur une croisière de luxe, enfin pas de luxe, pardon, c'est une croisière colossale comme il y a souvent aux États-Unis, donc sur des bateaux qui abrite 4000 passagers avec 7 étages ou plus, enfin bon bref, vous voyez le genre, des monstres, tout ce que je déteste, des HLM sur mer. Tout commençait très bien dans cette croisière jusqu'au moment où il y a eu une panne colossale, et pire encore, c'est-à-dire que, enfin vraiment ça va basculer dans le cauchemar total. Alors c'est traité façon... avec beaucoup d'humour, je veux dire. Donc tu regardes ça, c'est pas un docu sérieux sur une catastrophe, c'est ce que je veux dire, hein, attention. Mais tu te marres beaucoup. Et les intervenants eux-mêmes, ils se marrent pas vraiment, mais tu sens qu'il y a beaucoup d'ironie, parce que oui, à raconter, t'as envie de sourire, quoi. Mais c'est horrible, enfin ça n'empêche que c'est un cauchemar et que t'as pas du tout envie de vivre ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, donc je disais d'abord panne d'électricité totale, donc ça veut dire plus de frigo, plus rien, donc plus de bouffe, du tout, pour les 4000 passagers, puis plus de clim non plus, donc t'imagines les températures, et ensuite tout le système d'évacuation des eaux, etc., qui lâche aussi, et là c'est toutes les eaux des canalisations, enfin c'est toute la merde et l'urine qui remonte, c'est de l'eau stagnante, quoi, par 36 degrés, c'est l'horreur, et surtout, parce que là tu te dis, oui bon bah qu'ils évacuent le bateau et vite, mais non, c'est pas si simple. Donc le cauchemar va durer mais longtemps, avant qu'on trouve vraiment le moyen de les sortir de là. C'est génial, hein. Franchement, c'est très, voilà, c'est ce que c'est, hein. Ça dure 50 minutes, mais alors putain, j'étais pas au courant de cette histoire qui a fait grand bruit, en tout cas aux États-Unis. Et ça mérite d'être vu, c'est assez cocasse quand même. Et je conclus avec un de mes gros coups de cœur, c'est Jaws at 50, The Definitive Inside Story. Je sais que ça sort très très bientôt sur Disney+. Je sais plus comment ils l'ont traduit, enfin j'essaie de vous mettre le visuel français. Donc le documentaire définitif, en gros, sur Jaws, les dents de la mer, pas que le film, hein, mais voilà, c'est centré sur le film évidemment, mais on parle longuement de la création du roman, de la sortie du roman, enfin c'est génial, des témoignages très importants, je vous mettrai la liste, mais vous avez des intervenants, alors là, il y avait eu un très bon docu sur Arte il y a quelques mois, sur les dents de la mer, mais c'était un docu Arte, donc qui durait 50 minutes je crois, là ça dure 2 heures, ça analyse beaucoup plus en profondeur, c'est beaucoup plus riche, c'est normal, et surtout Spielberg parle beaucoup plus, c'est très drôle, j'adore ses interventions, mais on a, voilà, on a Spielberg, mais on a aussi... James Cameron, J.J. Abrams, et puis des intervenants de l'époque, enfin voilà, hein, des acteurs, une partie de l'équipe qui a créé le requin, enfin Bruce donc. C'est fabuleux, passionnant, même quand, comme moi, mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Moi, dans de la mer, j'ai vu tellement de trucs dessus, j'ai lu tellement d'articles, enfin, j'ai l'impression de tout savoir. Mais là, il y a le truc, oui, même, tu le sais, mais c'est toujours un plaisir d'en entendre reparler par d'autres gens et tout. Il y a beaucoup d'images d'archives, dont certaines clairement inédites, hein, que j'avais jamais vues, notamment sur le tournage. Bref, immense coup de cœur, immense reco. Foncez, hein, dès que ça sort sur Disney+, voilà, enfin, ou que vous le trouvez autrement, parce que inutile de vous dire que je l'ai trouvé autrement. Jaws at 50, magnifique, hommage aussi, voilà, à ce film, à ce chef-d'œuvre de film. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Ça y est, c'est tombé, ce ne sera pas Christopher Nolan, mais Denis Villeneuve, nouveau réal pour le prochain 007, ton impression à chaud? Mon impression à chaud, je trouve pas ça con. J'aurais jamais, mais vraiment, j'aurais jamais pensé à ce réal pour un James Bond, mais pas parce qu'il est incompétent. Parce que pour moi, Denis Villeneuve, c'est pas ce cinéma-là qui, enfin, je sais pas là-dedans que je le vois, quoi, bah, tout simplement. Hein. Mais, voilà. Après, j'ai vu ses déclarations depuis que ça a été annoncé, où il dit que toute sa vie, il a été obsédé par James Bond, que depuis les Sean Connery, il allait tous les voir au cinéma, même quand il était petit avec son père. Donc clairement, il maîtrise bien cet univers, quoi.
en tant que fan, quoi. Voilà. Donc je suis pas, comment dire, consterné ni rien, parce que, tu vois, Christopher Nolan, j'aurais eu peur qu'il fasse un truc, vraiment, hein, j'étais pas en mode, ouais, pourvu que ce soit Christopher Nolan. Parce que Nolan, il intellectualise tellement à balle, enfin, il torture tellement tout, enfin, c'est pour nous faire des James Bond où on bite que dalle. J'aime beaucoup, évidemment, j'adore Nolan, mais pas, enfin, je l'adore. Non, c'est exagéré. Justement, je fais pas partie de ceux qui l'adorent. Mais c'est un immense réal. Mais c'est pas un mec voilà, que je surkiffe, même si j'ai vu clairement tous ses films. Donc, non, Villeneuve, sachant qu'il est ultra fan, je pense qu'au contraire, je pense qu'il est peut-être très motivé pour tenter quelque chose d'un peu différent par rapport à son passé et tout. Donc, non, je suis pas trop inquiet. En fait, je suis plus inquiet par le fait que c'est Amazon, quoi. Là, j'ai un peu peur parce que quand je vois les films, les films produits, créés vraiment par les plateformes, Apple TV, il y a régulièrement des films de ouf, vraiment, hein, de grande qualité. Il y en a d'autres aussi, enfin, où c'est pareil, hein, parfois tu as de très belles surprises sur Max HBO, là, tout ça, Paramount Plus aussi. Mais Prime Video, enfin Amazon, tout ça, on verra bien. Bon là ils vont se défoncer hein, pour faire un truc bien, mais on verra. J'aime beaucoup l'affiche Pee-wee en mode Akira. Oui, c'est la, je vais vous la mettre en plus propre parce que là on voit rien, hein. Mais enfin on la reconnaît, mais hop, voilà. Je l'adore, je trouve l'idée tellement géniale. Je cherchais un truc Pee-wee et puis je suis tombé là-dessus, j'ai dit oh masterclass. Donc je l'ai prise. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui souhaite développer une petite chaîne YouTube pour qu'elle soit un minimum visible? C'est mon cas, je publie depuis quelques temps des chroniques musicales, mais c'est très dur de constituer une communauté, si petite soit-elle. Quelles sont tes règles d'or à suivre? Quelles sont les règles d'or, pardon, à suivre à ton avis? Oui, ce qui revient, quelles sont tes règles d'or? Quelqu'un m'avait déjà posé cette question il y a quelques mois, et ma réponse c'était que je suis la pire personne à qui demander. Savez-vous combien j'avais d'abonnés il y a, allez, environ 6 mois. Je ne le sais pas en fait. Pardon. Oui, désolé. Eh bien, j'avais 8300 abonnés, un truc comme ça. Peut-être 8200 abonnés. Ouais. Non, alors, paradoxalement, c'est pas si énorme que ça, par rapport aux années que j'ai, quoi. Mais c'est tout à fait normal par rapport à mon contenu, c'est ça que je veux dire. Et là, aujourd'hui, alors je regarde pas systématiquement, mais je crois que je suis à 8300. Là c'est bien. Donc mon évolution, elle est extrêmement lente. Et pourquoi elle est extrêmement lente? Parce que je ne fais pas ce qu'il faut faire sur YouTube pour engranger des vues et surtout accumuler de nouveaux abonnés. Pour ça, il faut faire des vidéos, pas forcément putaclic, hein, mais des vidéos, en tout cas, qui soient faciles en fait à mettre en avant pour YouTube en suggestion. Et là, par exemple, ce que j'aurais dû faire, en réalité, c'est une vidéo de 8-10 minutes sur Squid Game saison 3, intitulée Squid Game saison 3, c'est quoi cette bouse, par exemple, et que j'aurais posté indépendamment, et là j'aurais évidemment fait beaucoup plus de vues parce que YouTube l'aurait un peu plus suggéré, sachant qu'en ce moment il va y avoir, enfin dans les jours là il va y avoir beaucoup de recherches de Squid Game machin. Et bref, moi sachant que les titres de mes vidéos c'est journal de vlog numéro 8412, il n'y a pas plus, c'est pas très vendant quoi, franchement. Donc il faut, en fait c'est pas moi qu'il faut poser cette question parce que moi j'ai jamais rien fait comme il fallait et j'en récolte les fruits. Voilà, si un jour j'ai envie d'être un peu plus putassier. Après il y a des fois par contre où comment dire, c'est le hasard quoi, mais parfois je vais aller voir un blockbuster, j'ai envie d'en parler évidemment. Et donc le lendemain je vais faire une vidéo sur le film. Et donc là on pourrait dire ah bah là tu fais comme il faut, enfin tu fais comme il faut faire quoi. Voilà, je crois que j'en avais fait une. Alors c'était pas un blockbuster vu qu'il se faisait descendre de partout, mais j'étais allé voir le dernier Mad Max Furiosa là. Je crois en avant-première ou je sais pas quoi, et j'ai tellement adoré que dès le lendemain j'ai fait une vidéo dessus. Mais c'était pas pour faire des vues, voilà, c'était pour partager voilà mon contentement. Donc bref, donc c'est une question pour moi qu'il faut plutôt poser à des youtubeurs qui sont très performants. Et moi je ne suis pas très performant, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est une question que tu dois poser à quelqu'un comme Merej qui par exemple pendant longtemps a fait une vidéo par jour. Je sais pas, tu imagines le boulot que c'est. Même en mode simple sans montage, hein, c'est quand même du boulot. Et voilà, enfin, ou d'autres hein, qui vraiment cherchent à se développer hyper vite et où ça se voit. Moi, quand tu regardes ma chaîne, tu vois
que c'est vraiment le mouton noir, quoi, le vilain petit canard. Donc j'ai pas de règles. Moi ma règle c'est de faire selon mon cœur en fait. C'est beau ça. Peut-être j'ai pas une petite musique de violon là-dessus. Bon tant pis. C'est de faire selon mon cœur et d'être toujours sincère. Et si j'ai changé et que vous pouvez changer, on peut tous changer. Bon bref. Donc voilà. À ton avis sur la deuxième chanson du groupe President? Ah oui, c'était une question que j'ai reçue la dernière fois et j'ai pas pu répondre car je n'avais pas écouté. Ah, pardon. J'ai pas du tout aimé. Et voilà, j'avais bien aimé la première et là la deuxième, je trouve ça à chier de ouf. Je déteste les couplets là en mode phaser à balle. Tout ce que je déteste dans les effets de chant, c'est à chier. Donc voilà. Et le refrain, je l'ai pas trouvé terrible. C'est le Heartless ou ouais Heartless, je crois que c'est le titre. Bref, j'ai vraiment pas du tout aimé, donc je lâche l'affaire. Enfin, je vais quand même tendre l'oreille de temps en temps, mais ce sera clairement pas un coup de cœur. Connais-tu de Libertines et ce saltimbanque de Pete Doherty, mais as-tu écouté l'unique album solo de son comparse Carl Barat, album éponyme paru en 2010? Je te conseille Run With The Boys. Écoute, c'est super sympa, mais je n'aime pas du tout de Libertines. Je n'aime pas du tout Pete Doherty. Alors pas humainement, je m'en branle, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui le haïssent. Tu sais, c'est des personnes très clivantes, quoi. Voilà. Non, moi Pete Doherty, j'ai rien contre lui, je m'en fous en fait. Enfin, comme je suis pas fan, parce que vraiment j'aime pas du tout son chant. J'aime pas du tout ses chansons, enfin j'aime pas les chansons en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, c'est un univers musical qui me plaît pas. Ça veut pas dire qu'il y a pas de talent, hein, évidemment. Du coup, j'y suis jamais allé et j'ai pas envie d'y aller en fait. Hein, donc, alors évidemment, Carl Barat, je ne sais même pas qui c'est, quoi. Donc, j'ai un peu honte, mais c'est comme ça. As-tu déjà vu le film Kodachrome, pas très vieux, de 2017 je crois? J'avais beaucoup aimé Ed Harris dedans. Ouais, j'avais vu, j'avais beaucoup aimé, je crois que j'en ai pas parlé, mais j'avais peut-être pas ma chaîne en 2010. Non, je suis même sûr, j'avais pas ma chaîne. Très bonne excuse. Ah, tu n'en as pas parlé sur YouTube sous prétexte que tu n'avais pas de chaîne. Bon, alors, par contre, c'est pas très original. Faut être quand même honnête, c'est un film. J'ai trouvé, moi j'ai bien aimé parce qu'en fait voilà, on va suivre un père mourant qui a été un grand photographe et qui doit traverser une grande partie des États-Unis pour aller dans le dernier laboratoire qui développe en fait en argentique un certain type de pellicule qu'il a retrouvé dans ses affaires et qui date d'il y a une quinzaine d'années et il voudrait les faire développer. Et pour faire ce trajet, il demande à son fils de l'accompagner. Or son fils, qui est adulte, hein, peut pas le saquer. Ils n'ont été que en conflit. Ils ont tiré un trait l'un sur l'autre. Enfin, surtout le fils en fait, qui a décidé de plus jamais parler à son père. Mais il y a très longtemps. Et donc là, ça va être tout un road movie de relations compliquées entre cet homme et son fils. Avec également cette nana qui est pas une infirmière mais une aide, qui est là en fait pour veiller à la santé du père qui est donc mourant, enfin quasi mourant, interprétée par une des sœurs, Elizabeth Olsen je crois, et qui est vachement bien, qui joue très bien, et tout le monde joue très bien. Ed Harris c'est parfait. Moi j'ai vraiment bien aimé ce film, mais avec le recul, je dois avouer que c'est quand même très balisé. Enfin voilà, il y a vraiment pas trop de surprises. C'est-à-dire que voilà, tu te doutes bien qu'à la fin, ça va être très émouvant, qu'il va y avoir des choses qui vont être dites et qui vont permettre au père et le fils de quand même malgré tout de se retrouver, que ce sera voilà, il va y avoir un décès vu que le mec est mourant. Donc bon, voilà, enfin bon, il n'y a pas de surprise du tout. Mais c'est pas mauvais du tout non plus. As-tu suivi un peu le Hellfest sur Arte Live ou YouTube? Pas du tout, pas du tout. Alors j'ai pas forcément eu beaucoup l'envie parce que j'ai pas eu énormément de groupes que j'adore dans la prog. Donc cette année je veux dire. Donc voilà. Je sais qu'il y a eu quelques trucs que j'aime beaucoup, mais pas énormément cette année en tout cas. Et puis je n'aime pas du tout Muse. Donc en fait voilà, le gros événement c'était quand même Muse. D'ailleurs, je fais un peu partie des gens qui ont un peu bugué en mode ah ouais, Muse au Hellfest. Ok. Bon, pourquoi pas. Bref. Pourrais-tu me recommander 3 petits films d'horreur sympas et pas connus, trouvables en DVD français si possible? Oula, c'est très exigeant, mais j'avais lu ta question à l'époque et je suis allé faire une
Une petite sélection. J'en ai pris, franchement, je dis la vérité, j'ai pas compté, j'en ai pris plusieurs. Parce que moi j'en ai plein des films comme ça, enfin qui rentrent dans cette case, dans cette case-là. Petits films d'horreur sympas, pas super connus, et qui sont en DVD français. Et en plus, ceux-là ils sont en DVD français, mais pour que dalle. Parce que j'imagine du coup que tu veux les acheter en physique éventuellement. Et ça, c'est des trucs que tu trouves sur Vinted, je ne sais plus comment on dit, pour rien. Mais genre 1 euro, quoi. Alors. Bon, alors j'en ai pris vraiment plus de 3. Last Winter. Je vais pas vous faire le pitch à chaque fois, hein. C'est juste je te les recommande comme un pote. Last Winter, tu prends, c'est vachement bien. Mais vraiment très très bien, j'aime beaucoup ce film. Limite, allez sur Google et regardez un petit peu voilà, si ça vous branche, quoi. Ça, ouais, alors ça, je sais que tout le monde n'adore pas. Bah, par contre, ça a eu plein de prix, hein. Mais tout le monde n'adore pas ce film. Bon, moi je le vénère, je le surkiffe. Petit film indé, Yellow Brick Road, Chemin sans retour en français. Hop, je vous mets bien dire. Vous voyez quand même, il a fait beaucoup de festivals et il a eu beaucoup de prix. Et il a eu aussi beaucoup de critiques absolument excellentes. Moi, j'adore ce film. Voilà, donc c'est une randonnée dans la nature. Qui va se transformer en cauchemar. Ah putain, super bon, vraiment, pour moi super bon. Un peu moins bon, mais je l'aime beaucoup. Voilà. The Caller. Voilà, l'histoire d'une femme qui va emménager quelque part et elle va recevoir, enfin une personne va l'appeler avec insistance au téléphone et elle va comprendre que cette personne l'appelle d'une autre époque. Voilà, mais elle appelle bien cet appart-là, mais d'une autre époque. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, également beaucoup aimé The Pact. Je crois pas qu'il y ait eu de traduction, non. D'ailleurs, voilà, c'est la version française DVD que j'ai là. C'est très sympa, C'est pas extraordinaire, mais ça mérite vraiment d'être vu si vous aimez les films d'horreur. Il y a quelques scènes bien flippos, je trouve. Alors, Caller, pas vraiment. C'est plutôt en mode thriller, un peu horrifique, mais thriller, quoi. Mais vachement bien. Mais The Caller, c'est plus fan d'Hitchcock, avec un côté surréaliste, du coup. Mais alors que The Pact, c'est vraiment horrifique. Ah, alors ça, c'est pareil, hein, je sais que tout le monde n'adore pas, mais c'est un peu le but, hein, je vous partage des trucs que moi j'ai kiffé, mais qui sont pas, c'est pas des évidences, voilà. Les Faucheurs, voilà, M6 vidéo. Les Faucheurs, j'ai beaucoup aimé ce petit film. Tout ça, c'est des trucs, vraiment, vous allez trouver ça à 2 euros, enfin, et bah, c'est des vrais recos, hein. C'est-à-dire que moi, vraiment, je vous recommande tous ces petits films. Profanation, j'avais beaucoup aimé également. C'est pas parfait, mais il y a une ambiance que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le scénar, j'aime beaucoup l'histoire. Je la trouve très sympa, très habile. Voilà, encore une fois, c'est pas masterclass et tout, mais moi c'est carrément des films que j'ai beaucoup appréciés. Et voilà, vous me connaissez, c'est souvent des films que j'ai vus sur des sites corsaires il y a très longtemps. Et comme je suis vieux, moi quand je surkiffe un film, il me le faut en physique. Parce que sinon j'oublie, enfin je le perds et tout, et le mettre sur un disque dur externe, ce n'est pas la solution, puisque, vous le savez sans doute, mais en tout cas moi je le sais parce que ça m'est arrivé, parfois, le disque dur externe crève, voilà. Et moi, j'ai perdu truc, je sais même plus ce qu'il y avait dessus, du coup. Et j'étais dégoûté. Voilà. Mais enfin, je sais plus ce qu'il y avait dessus, mais je sais qu'il y avait notamment un fichier avec beaucoup de petits films très rares et tout. Et alors là, lesquels c'était, voilà, je ne sais pas. Donc du coup, rien ne vaut un DVD que t'as comme ça, quoi, direct. Pourquoi ne parles-tu pas des films des années 40 que tu vois en quelques minutes? Je les vois pas en quelques minutes, hein. Ouais, enfin pourquoi j'en parle pas plus, quoi. J'en parle énormément, j'en parle très souvent des films des années 40, 50, mais il faut regarder les JDV parce que du coup c'est éparpillé dans tous mes JDV. Bonne chance. Ouais, non. Faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo sur des recos express années 40, recos express années 50, des trucs comme ça. C'est pas con du tout. Je vais essayer de faire ça, tiens, cet été. Très bonne idée. Que penses-tu du film tiré sur le pianiste de Truffaut avec Aznavour, basé sur le bouquin fabuleux de David Godis? Je trouve que... Enfin, moi, j'aime pas trop ce film. Alors, quoi? T'aimes pas un film de Truffaut avec Aznavour?
T'es vraiment qu'une sous-merde. Rends-moi ta carte de cinéphile. Ça tombe bien, j'en ai pas. Bref, voilà, je sais que je devrais dire que c'est un chef-d'œuvre et tout, mais moi je n'ai pas vraiment aimé ce film. C'est pas mauvais, mais pour moi David Goodis c'est très dur à adapter déjà, et ça se vérifie. Hein. Non, je trouve le livre tellement supérieur au film. Quels sont tes albums préférés d'Indochine? Personnellement, c'est le Péril jaune, 4000 danses, Babel Babel m'a déplu, mais reste au-dessus de la moyenne en France. Oui, ça c'est sûr. Mes albums préférés d'Indochine, si je suis obligé de classer par ceux que j'écoute, ceux que j'ai le plus écouté, je dirais 3, l'album 3, qui est vraiment, c'est le Indo que j'adore, c'est binaire, insolent, dance floor déculpabilisé, c'est vraiment décomplexé, pardon. Ensuite il y en a beaucoup que j'aime beaucoup Alice et June, j'aime beaucoup la République des Météores là, j'aime beaucoup dans cet area, et voilà, il y en a quand même vraiment pas mal. Bon, je les ai tous les albums d'Indo, mais mes favoris, c'est sûrement ceux que je viens de citer. J'en ai peut-être oublié un ou deux, parce qu'il y a tellement d'albums. Et après, il y a plein d'albums où il y a 2-3 chansons que j'adore, et le reste me parle pas vraiment, quoi. Donc bref. Et Babel Babel, comme j'avais fait un compte rendu détaillé à sa sortie, il y a vraiment, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a une partie que j'aime pas du tout, et une partie que j'adore. Mais il y en a quand même pas mal que je trouve vraiment géniaux. Donc voilà, au final, ça fait quand même l'équilibre, quoi. Que penses-tu de la bande originale de Cruising de Friedkin? Alors je me souviens du film, mais de la BO pas vraiment. Donc je ne saurais quoi te dire. Faudra que je retourne m'y plonger, parce que je suis sûr que c'est bien. Je pense que en plus si tu m'en parles, c'est qu'il y a un truc caractéristique, donc je pense que ça m'a plu, mais en tout cas ça m'a pas marqué au point que je m'en souvienne aujourd'hui. Après, c'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps. Est-ce que tu as déjà lu Gatsby de Magnifique, est-ce que tu es Gérald? Si oui, est-ce que tu penses que ce qui est arrivé au personnage principal du roman à la fin est logique? Alors oui, je l'ai lu comme tout le... Enfin, pas tout le monde, non, mais oui, je l'ai lu. Je l'ai lu quand j'étais vraiment jeune ado, hein, un truc comme ça. J'ai adoré. Et j'ai adoré la fin. Donc, comment dire, logique. Moi, la logique d'une fin, ça m'intéresse pas vraiment. C'est plutôt l'impact et ce qu'elle te dit. Et la fin de Gatsby le Magnifique est pathétique, hein, complètement pathétique. Enfin, terrible et pathétique. Je la trouve parfaite. Parce qu'elle montre, aussi c'est la chute des illusions, et les dégâts aussi des illusions. Ah non, je trouve ça vraiment que ce soit... Alors, au niveau de, comment dire, ce qui est arrivé au personnage principal. Alors, moi par exemple, l'action, je ne veux pas spoiler, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont ni lu, ni vu les adaptations au ciné. Le geste l'acte de George est totalement crédible, et d'ailleurs il est tellement crédible que c'est presque banal. C'est un truc qui malheureusement arrive régulièrement dans les faits divers, etc., etc. Sa motivation est tout à fait plausible, donc logique, oui, complètement. Et ce qu'il fait juste après l'est tout autant. Voilà, pareil, c'est un truc qui arrive 1 milliard de fois dans les drames qui découlent de ce genre de situation. Donc ouais, ultra logique. Mais surtout, bon, logique, c'est pas une qualité, pour moi. Mais surtout, elle est remarquable, vraiment, sur ce qu'elle dit, quoi. Une reco que tu connais peut-être, Meurtre Parfait sur Netflix, film des années 90 avec Michael Douglas, Gwyneth Paltrow et Viggo Mortensen. Je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Thriller très correct, avec des twists que j'ai pas vu venir. Oui, alors je te l'ai même sorti, parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Pardon, excusez-moi, hop, voilà, je l'ai en DVD en import, parce que c'est à l'époque, c'est comme ça que je l'avais trouvé. Et j'adore ce film, je l'adore, voilà. Donc, adaptation d'une très célèbre pièce de théâtre que Hitchcock avait lui-même déjà adapté d'ailleurs dans les années 50 avec Le crime était presque parfait. Il y a pas mal de différences quand même entre ces deux films, mais ils sont tous les deux adaptés de la même pièce de théâtre. Et j'adore l'histoire, je la trouve géniale. Et surtout, Michael Douglas, c'est un acteur que je surkiffe, hein, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Il fait partie de ces acteurs où quand il y a Michael Douglas, je veux voir le film. Enfin, en tout cas, je voulais, parce que... Mais
J'ai vu tous ces films, et c'est vraiment parce que je veux voir tous les films où il a joué, quoi. Donc, et j'adore ce film. Donc, ouais, grosse reco si vous ne l'avez pas vu, mais j'en avais parlé lors d'un live spécial coup de cœur méconnu des années 90, tout ça, avec, me semble-t-il, je sais plus si c'est Dirty Tommy ou Captain Crochet, je sais plus trop. Est-ce que tu te souviens du film Les Rois du Gag, sorti en 85 avec le duo Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte dans les rôles de Gagman, ah oui, lourd, et Macha Merrill, parfaite dans le rôle de bonne femme acariâtre et détestable. Je me souviens de ce film, que je n'avais pas vraiment apprécié. Je dois dire que, alors que j'adorais en tout cas quand j'étais jeune, Thierry Lhermitte me faisait hurler de rire, mais vraiment, vraiment. Et le Bambi d'or que d'un œil, là, putain, c'était cool. Bref. Avec Balasco, ça soit. Bref. Gérard Jugnot, j'adore aussi. Mais dans les années 80, il me faisait hurler de rire. Enfin, c'est pas le problème. Mais j'ai pas trouvé que le film était marrant. Je trouvais que c'était non. Mais celui qui me faisait hurler de rire dans ce film, de mémoire, c'est Michel Serrault. Serrault, il y a des scènes, mais il y a une scène dans un restaurant où genre il explique les trucs drôles en fait aux équipes, quoi. Et c'est pas, enfin chaque fois ça se tombe à côté. Et le comique de Michel Serrault, moi il m'a toujours fasciné en fait, quand il est dans le registre comique. Et là ouais, il y a le coup de la tête dans le gâteau d'anniversaire. C'est un truc infaillible, ça marche toujours, ça fait toujours hurler de rire tout le monde. Et regardez, il y a une table avec une famille genre hyper prout mondaine et tout. Et il passe derrière et la tête de la meuf dans le gâteau, tout. C'est juste la grosse agression et lui il est persuadé, genre, personne ne rit. Bon. Ah merde, j'adorais. Mais sinon, à part ça, le film, je me souviens que je ne l'avais pas apprécié. Il y a quelque temps, tu disais que tu suivais plusieurs chaînes sur YouTube, consacrées au glam metal. Parmi les youtubeurs spécialisés dans ce style, connais-tu les chaînes de Air Metal Guru et Crash Course Metal Show? J'ai cité ceux que je connais le mieux. De Air Metal Guru. De rien. Si vous connaissez pas le générique, ça va pas vous faire rien. Je connais par cœur. Je le suis même depuis la création de sa chaîne. Parce qu'en fait, je le suivais avant sur X et après il a lancé sa chaîne et on avait pas mal discuté d'ailleurs parce que des fois il disait des trucs et je disais bah ouais mais quand même si ça donc on avait des petits débats avec lui. C'est un mec super gentil, Anthony s'appelle, et c'est sans doute actuellement la chaîne dédiée au métal que je regarde le plus. Crash Course Metal Show je connais pas carrément, donc ça c'est complètement dingue. D'autres chaînes que je regarde qui sont liées au métal et plus particulièrement au métal des années 80, etc., celui que j'aime. Il y a Jason Green qui est très connu, ça s'appelle Waste Some Time with Jason Green, le titre de sa chaîne, et lui il est pote avec beaucoup de stars du métal que je vénère, hein. Donc voilà, les mecs de Faster Pussycat, les mecs de Rat, enfin il en connaît énormément au privé, quoi. Et donc du coup, sur ces vidéos, il y a beaucoup d'interviews très longues de ces mecs-là, et c'est super intéressant. J'aime beaucoup le personnage, il est très calme et tout. Il y a aussi Full in Bloom, qui est plutôt mode podcast, hein, ce coup-ci, mais qui a des interviews très intéressantes de producteurs, notamment d'albums légendaires des années 80 en termes de air metal. Ils ont aussi ils font un peu des ragots parfois, des trucs comme ça, c'est vachement bien. Et il y a ce mec, Razor Fist, j'en avais parlé au début de ma chaîne à l'époque, qui s'appelle également The Rageaholic, qui est une des personnalités que je préfère dans son contenu métal. Alors, ça fait pas mal de temps qu'il fait beaucoup de vidéos qui parlent de politique et de plein de choses en fait. Voilà, il est un peu explosé dans tous les sens. Il est devenu assez connu, hein, donc je sais qu'il a beaucoup d'abonnés sur il a deux chaînes en fait. La chaîne The Rageaholic, il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Et à une époque, il faisait plein de vidéos sur le air metal et c'était passionnant. J'étais tout le temps d'accord avec lui. Il a des vidéos spéciales sur Dokken, sur plein de trucs, Motley Crue, mais c'est génial. Et c'est aussi un immense fan de Michael Jackson, et quand je dis fan, je veux dire, il sait un nombre de choses incroyables, sauf que c'est un jeune, hein. Et il a fait des vidéos sur Michael à l'époque du documentaire tout pourri là, Living Neverland, je sais plus quoi là, ramassis de merde, où il a démonté le truc. Il a tellement bien démonté d'ailleurs qu'il a été invité par la famille Jackson pour faire des vidéos, un live et tout, et ils l'ont remercié parce que vraiment alors par contre c'est un mec qui est très cash, hein. Il dit le F-word tout le temps. Voilà, il est très américain,
USA, enfin voilà, faut pas s'offusquer si vous êtes, enfin si vous avez pas, comment dire, les mêmes opinions politiques que lui. Enfin moi je m'en fiche complet, c'est pas, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Je ne suis pas du même bord politique que lui, alors je ne veux pas savoir ce qu'il pense du heavy metal. Voilà, lui c'est une référence, il est absolument génial, Razor Fist. Et puis voilà, il y a peut-être une ou deux autres chaînes, mais celles que je regarde vraiment le plus, c'est Jason Green et Anthony avec The Hair Metal Guru, c'est sûr. Tu es plutôt Team Félix Potin ou Team Picard? Mais du temps de Félix Potin, Picard n'existait pas. Ouais. Alors par contre, à l'époque, en fait, ce que tu aurais dû me demander, c'est tu es plutôt Team Félix Potin ou Prise Unique? Parce qu'à l'époque, Monoprix n'existait pas non plus, Franprix n'existait pas encore. On avait le choix, en tout cas à Paris, entre Félix Potin, Prise Unique et Inno. Et c'est une chaîne de supermarché qui n'existe plus non plus. Il y en avait un immense au pied de la Tour Montparnasse notamment, un magasin, un supermarché Inno, I2NO tout simplement. Et moi j'étais totalement team Félix Potin parce que c'était un très gros Félix Potin qui avait à côté de chez ma mère, enfin quand j'étais petit chez ma mère quoi. As-tu déjà évoqué le groupe Marillion qui a joyeusement boosté ma crise d'ado en y ajoutant une bonne pincée de dépression? Que penses-tu de ce groupe? Ouais, j'ai longuement parlé de Marillion dans un JDV, je pense que c'était parmi les premiers JDV, peut-être dans les 10 premiers, un truc comme ça, où quelqu'un m'a posé exactement la même question, et voilà, j'ai répondu que voilà, moi j'ai jamais aimé, j'ai jamais été fan, je respectais et tout, quoi, mais je n'ai jamais accroché à ce groupe, même s'il y a quelques chansons qui sont vachement bien, enfin vachement bien, il y a plein de chansons vachement bien, mais il y a quelques chansons que je trouve vachement bien, qui me touchent, que j'ai beaucoup aimé, mais globalement, non, j'ai jamais été fan de ce groupe. Par contre, j'avais une copine qui était super fan, mais alors ultra fan, hein, ultra connaisseuse et tout. Virginie, si tu me regardes, voilà, tu te reconnaîtras. Je suis le mec qui fait son Jean-Pierre Foucault. Et donc voilà. As-tu vu Mission Impossible 8? Non, pas encore. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore vu. J'ai pas vu Mission Impossible 8. J'ai pas vu F1 là avec Brad Pitt, même si les retours sont pas fifou. Voilà, il y a plein de, j'ai beaucoup de films en retard en termes de cinéma. Or voilà, j'aime beaucoup aller au cinéma, mais le cinéma il est loin. Faut y aller et tout, et quand t'as terminé ta journée de taf et tout machin, prendre la bagnole, une demi-heure de route, machin, c'est des fois, bon, tu remets ça un petit peu à plus tard. Que penses-tu du film? Mais j'ai très envie de voir Mission Impossible 8, même si j'ai un peu peur quand même par rapport au retour. Que penses-tu du film Revenge de Tony Scott avec Kevin Costner? J'aime beaucoup ce film. Il y a un autre film qui s'appelle Revenge et que je surkiffe aussi, mais qui est un film indé, j'en parle régulièrement, voilà, que personne parmi vous n'a vu et ne veut voir. Vous êtes vraiment des vilains. Aimes-tu les films de... Je vais chanter les questions, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Là, je pense que ça va continuer de monter, il va faire 38. Aimes-tu les films de Wes Anderson? Pas du tout. Pas du tout. Je les ai vus, c'est drôle parce que je suis tellement curieux. Ouais, c'est un réal intéressant quand même. Donc je regarde ces films. Enfin, pas du tout. Il y en a un, je sais pas si c'est le dernier, mais c'est un qui est récent en tout cas. Avec, je vous mettrai l'affiche là, j'ai oublié. Mais et je l'ai bien aimé celui-là, je l'ai bien apprécié. Donc voilà, donc ouais, je parle trop vite. Voilà, tu juges trop vite, mec. Y a-t-il un Tom Cruise que tu n'aimes pas du tout, du tout? Ah, c'est une super question. Non. Il n'y a aucun film de Tom Cruise que je déteste, par exemple. Voilà, vraiment que je ne veux pas voir, quoi. Parmi ceux que j'aime vraiment pas beaucoup et que plein de gens kiffent beaucoup, à ma grande surprise, il y a Jour de tonnerre. Je l'ai pourtant, hein. Je suis tellement fan de Tom Cruise. Mais vraiment ce film-là, je l'avais revu il y a 2 ans, et oh là, je trouvais ça encore plus mauvais que dans mes souvenirs. Alors que ça aurait pu être génial. Mais bon, sinon non, vraiment je crois que j'adore, enfin j'aime beaucoup presque tous les films où Tom Cruise a joué dedans, et ceux qui me touchent moins, je suis très très loin de ne pas les aimer. Enfin, voilà. Aimes-tu les romans d'Agatha Christie? J'adore les romans d'Agatha Christie, j'en ai lu énormément quand j'étais pré-ado, et je fais partie de ceux d'ailleurs qui trouvent scandaleux que la bien-pensance toxique et ridicule et fait que en France on a rebaptisé les 10 petits nègres, ils étaient 10 ou ils sont 10, mais putain, mais quelle honte. Donc voilà, oui, j'adore vraiment Agatha Christie, cette femme avait vraiment du génie. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, j'aime beaucoup les deux. Enfin Hercule Poirot, j'ai juste vu des séries.
Sherlock Holmes, j'ai vu des adaptations ciné, notamment les très vieilles, là, vraiment les années, enfin très vieilles. Et j'aime beaucoup les deux. J'ai peut-être Hercule Poirot, j'aime vraiment bien. Enfin, en tout cas, il y avait une série à une époque où j'aimais beaucoup le ton. C'est très pincé, mais assez cruel en fait. Sherlock Holmes, c'est presque plus fun. Quel est pour toi le dernier grand film de Tim Burton et que penses-tu de Ed Wood? Alors, je fais partie des gens qui n'ont pas adoré Ed Wood. Voilà. J'aimais beaucoup l'idée, je trouvais que c'était une très belle idée, ce film sur Ed Wood. Mais au final, c'est un film très tendre, hein, il est très mignon, très charmant, mais pour moi c'est pas un grand Tim Burton. Alors je sais qu'au fil du temps, c'est devenu un film qui est vraiment beaucoup aimé par les fans de Tim Burton. Après, pour moi le dernier bon film, enfin, ah et tu dis grand film toi carrément, le dernier grand film de Tim Burton, mais le dernier bon film, vraiment bon, pour moi c'est Big Eyes, ouais c'est ça. J'ai beaucoup aimé ce film, beaucoup, vraiment. Je l'ai revu d'ailleurs, je l'ai vu 2 fois, et je trouve excellent. Et je trouve qu'il a été totalement mésestimé, enfin, ou mal jugé, quoi, etc. Que penses-tu de Johnny Depp, son meilleur film selon toi? Johnny Depp, j'aime bien, je j'ai jamais été fan de Johnny Depp particulièrement. Il y a des films où je le trouve excellent, hein. Pour moi, son meilleur film, ça restera à jamais Edward Scissorhands, là... Édouard Romain d'Argent, hein, pour moi, il fera jamais mieux que ça. Il est incroyable dans ce film, incroyable. Après, bon, ben, il fait énormément de films pour son pote Burton, mais il en a aussi fait quelques-uns assez différents, et notamment où il est grimé, enfin, où il est très surprenant, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, il y a peut-être... Ah ouais, il y avait ce film avec... c'est avec Al Pacino, que j'aime beaucoup, je sais plus comment il s'appelle, putain je vous mettrai l'affiche, où je le trouve remarquable, par exemple. Donc voilà, donc c'est un acteur qui est capable de performances vraiment excellentes. Voilà. Après je suis pas très fan de des rôles mythiques, genre Pirates des Caraïbes, tout ça. Pff, je les ai vus, hein, c'est marrant, mais bon, c'est pas... As-tu vu Inventing Anna sur Netflix? Je ne connaissais pas du tout cette histoire. La nana est vraiment chelou et flippante. Bah tu l'as raté, mais j'avais fait un gros un retour en fait sur cette mini-série quand elle est sortie sur Netflix. J'avais beaucoup aimé. J'avais fait une grosse reco, mais voilà, t'as dû louper la vidéo à l'époque. Et très peu de gens l'avaient vue. Enfin c'est bizarre parce que pourtant elle était mise en avant à sa sortie, quoi, mais les gens n'y allaient pas. Donc voilà. Et d'ailleurs même moi à l'époque il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit ah oui j'avais vu passer mais ça avait l'air nul. Bon du coup puisque tu dis que c'est vachement bien je vais aller voir. Et ouais moi j'avais énormément aimé et en plus enfin c'est inspiré d'une histoire vraie quoi, vraiment dingue. Voilà. Où as-tu trouvé le documentaire sur Michael Jackson? Bah je le dis sur YouTube, il est gratuitement disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle de TMZ. Et tu vas sur la chaîne TMZ sur YouTube et tu vas tomber sur le docu. Et en plus, je crois qu'il est très mis en avant parce qu'il y a eu énormément de vues. Il est à la disposition du public totalement, en entier, je veux dire. Ton avis sur la nouvelle version de Home Sweet Home de Motley Crue avec Dolly Parton? Alors, je fais le malin, mais j'ai vu comme ils ont fait 1,5 million d'écoutes en moins de 24 heures. Absolument monumental. Et clairement, c'est l'effet Dolly Parton, on va pas se mentir. Faut pas oublier que Dolly Parton aux États-Unis, c'est, j'allais dire, un dieu vivant, une déesse vivante, mais vraiment, je pense que voilà, en star féminine, c'est la boss, quoi. Le jour où elle va nous quitter, ça va être un tsunami émotionnel pour tous les Américains. Et alors moi, j'aime beaucoup hein, Home Sweet Home, j'adore cette chanson de Motley Crue, et j'étais super heureux de cette idée, parce que moi, donc comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, j'adore Dolly Parton, même si je ne l'écoute pas tous les jours, je veux dire, évidemment, mais j'adore la femme, j'adore son intelligence, son audace, et sa voix aussi, enfin, c'est une des plus grandes compositrices, voilà, je trouve. Et bref, et malheureusement, alors moi j'ai écouté, j'étais ultra déçu, mais pas déçu par Dolly, hein, évidemment. J'ai été déçu par le choix de, je pense, de Motley Crue, puisque c'est quand même eux qui sortent ça sur leur compile Best of machin, et qui sont à l'initiative du projet. Donc je trouve que le mix est pourri, la voix de Vince Neil est mise très en avant,
par rapport à la voix de Dolly Parton, et c'est inadmissible, d'autant que la voix de Vince Neil, bon, ça fait 30 ans que le mec il peut plus chanter du tout, quoi. Donc évidemment, on entend très clairement que c'est la voix de l'époque, hein, des années 80, du début des années 80. Ils ont repris la bande originale, quoi, de base, et ils ont voilà, mélangé ça avec la participation de Dolly Parton. Mais en fait, moi, quand t'entends ça, et c'est marrant parce que j'en ai parlé à un ou deux potes qui sont américains et qui pensent comme moi, quand t'entends ça, t'as juste envie d'entendre une version d'Home Sweet Home où on aurait viré Vince Neil. Voilà. Moi, je voudrais entendre la version avec uniquement Dolly Parton qui chante, parce que ça a l'air génial. Elle fait des perfs vocales de ouf, c'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup toutes les parties où on l'entend chanter, sauf que elle est mixée trop en retrait, on n'entend pas assez. Et que les fois où t'entends Vince Neil, tu t'en bats les couilles, en fait. T'as envie juste que ce soit que Dolly qui chante. Moi, j'aurais voulu une reprise, en fait, de Home Sweet Home par Dolly Parton. Parce que là, tu entends que ça aurait pu donner un truc génial. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, comme disaient les vieilles personnes. Et du coup, je réécouterai pas parce que c'est frustrant. Voilà. As-tu lu les Chroniques martiennes de Ray Bradbury? Étant petite, je ne lisais que le chapitre Ila, et ça me fascinait. En lisant le tout étant adulte, ça fait pas le même effet, sauf ce chapitre que je trouve toujours aussi beau. Alors je n'ai pas évidemment souvenir de ce chapitre en particulier. Par contre, oui, j'ai lu quand j'étais très jeune les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. C'était ma mère d'ailleurs qui me les avait données. Elle les avait elle, parce que ma mère elle avait une belle collecte de bouquins de trucs de science-fiction et de fantastique et tout, enfin surtout science-fiction, et elle m'avait fait découvrir Ray Bradbury, et c'était enfin il y a plein de récits que je trouvais complètement dingues, mais je les ai pas en tête. Ça fait très longtemps que j'ai pas relu. Ça c'est pas comme tu vois, Richard Matheson, c'est un truc que je relis très régulièrement et tout, mais Bradbury non. Je viens de découvrir le film Copycat avec Sigourney Weaver. Je sais, honte sur moi, un avis. Moi, j'aimais beaucoup ce film, Copycat. J'étais même allé le voir au cinéma quand c'était sorti, tellement je suis âgé. Mais non, alors, honte sur toi, non, parce que c'est pas non plus un... Enfin, franchement, on en parle très peu de ce film. Hein. Donc, t'as toutes les excuses. Mais c'est vachement bien, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas Seven, mais c'est vraiment très sympa. Connais-tu un groupe assez récent qui s'appelle Creeper? Vu tes goûts, ça pourrait te plaire. Délire vampire, hard rock, opéra, rock, Carolan, New Wave, ouais, je connais parce qu'on m'avait recommandé ce groupe il y a un an ou deux, un truc comme ça. Et oui, en effet, le look j'adore, évidemment, sans surprise, hein, le chanteur est excellent. Et malheureusement, les compos, je les aime pas. Je trouve que les compos, c'est pauvre, c'est vraiment... Oh non. Et je suis dégoûté parce que les arrangements, c'est génial, comme tu dis, quoi. Il y a des énormes nappes de synthé New Wave avec des... Et je comprends, parce que j'ai vu par contre qu'ils décollent pas. C'est quand même, tu vois, les abonnés, les machins sur les ventes, enfin, clairement, ça reste tout petit, alors que ça aurait pu devenir décoller, quoi, un peu comme Ghost, tu vois. Et c'est pas le cas, et je pense que c'est la qualité des compos elle-même qui n'est pas, c'est pas génial, je trouve, hein, ce n'est que mon avis. Quel disque recommanderais-tu de Philip Glass? J'adore quelques pièces comme, Koyanis Katsi, Einstein on the Beach. Moi j'aime beaucoup, enfin pour moi le chef-d'œuvre de Philip Glass, c'est l'opéra Akhenaton. Oh putain, un chef-d'œuvre. Ensuite, attends, j'en ai là, Mishima, la BO de Mishima, la BO de Kundun. Je les ai écoutés mais des milliers de fois, quoi. Putain, j'ai bien insisté, milliers de fois. Anima Mundi, la BO du docu animalier. Chef-d'œuvre. Je crois que j'ai même encore plus écouté Anima Mundi que Mishima et Kundun. Voilà, ça fait 4 déjà avec Akhenaten. Là pour moi c'est des œuvres bouleversantes. Bon, c'est plus que très bon ou magnifique. Pour moi, Philip Glass, en fait, c'est en écoutant ces albums-là, en les réécoutant et réécoutant, que je me suis dit c'est un génie, un génie. Connais-tu le disque de Space avec Didier Marouani, Just Blue, sorti fin des années 70? Putain, ça me dit rien du tout et j'ai oublié d'aller checker. Donc je vais garder ta question et je vais aller checker. Mais ça me dit rien du tout. En auteur de science-fiction, plutôt Isaac Asimov, Frank Herbert ou E. Van Vogt. Je suis pas super Asimov. Hein. Peut-être plus Frank Herbert, c'est même sûr. Donc voilà. As-tu lu la BD au style très particulier? Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je n'ai pas lu le tome 2.
d'Émile Ferris, putain, je connais pas du tout, pareil, il faut que j'aille voir. Aimes-tu les crimes de l'amour de Sade? Pour moi, un des meilleurs novellistes avec Barbel d'Orvilly. Non, je ne suis pas très fan de Sade. J'ai lu Sade, hein, beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup. Une seule fois à chaque fois. Mais j'ai beaucoup lu de ses œuvres à une époque, pour vraiment juste pour pouvoir dire que je l'avais lu, quoi. Parce que j'ai jamais été très sensible à son univers. Et non, ça me touchait pas vraiment. Tu vois, je lisais énormément Georges Bataille, Isidore Ducasse, là, Les Chants de Maldoror, enfin, Tramont, tout ça. Et Sade, qui aurait pu être une évidence parmi ceux-là, non, non. Il y a un tout petit bouquin de Sade que j'adore, mais qui est un peu une exception dans son œuvre. Hein. C'est, attendez. Ah, voilà, dialogue entre un prêtre et un moribond, en plus assez connu. C'est un tout petit, oui, c'est un tout petit texte. Et ça avait été édité, j'adorais cette collection, j'en avais acheté plusieurs. Voilà, donc ça, j'adore. Parce que donc, c'est un texte sur la religion, et là, c'est vraiment magnifique. Mais bon, le reste de l'œuvre de Sade, Salaud, le sang et la journée, tous ces trucs-là, j'ai lu, hein, mais ça m'a pas... Ça m'a pas, même pas vraiment, comment dire, je me suis pas dit, oh là, non, bref. Si tu aimes le portrait de Dorian Gray, je te conseille le portrait du mal de Masterton. Ouais, mais je connais. Il y a pas mal de, putain, il y a un autre bouquin, c'est très bien effectivement. Il y a un autre bouquin qui est génial et qui est vraiment, enfin, c'est pas inspiré du portrait de Dorian Gray du tout, mais c'est aussi sur un portrait, c'est tout un truc et c'est excellent. Attendez, je vais voir si je peux le retrouver, mais c'est pas sûr. Putain mec, je l'ai retrouvé en 2 secondes tellement je suis doué. Je suis pas doué, j'ai juste eu beaucoup de chance. Le portrait de Madame Charbuck de Jeffrey Ford. Alors ça les gars, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, j'ai même pas les mots quoi. Donc voilà, votre lecture de l'été, voilà, c'est un ordre. Le portrait de Madame Charbuck, fabuleux, et qui fait penser un peu, enfin fait penser, l'histoire n'a rien à voir, hein, mais on est sur l'histoire d'un portrait, c'est tout un truc avec, j'ai adoré ce livre. Tu n'as pas vu les Tuches 5? Je pense que c'était une question qui est une blague. Non, les Tuches, j'ai vu le premier film pour voir si ça allait me faire rire. Et voilà. Et je me suis dit, bah, je crois que je vais en rester là, en fait. Du coup, donc c'est pas du tout mon humour. Et pourtant, je suis une cible facile, mais enfin, visiblement, pas pour ces vannes-là, quoi. Là, ça, j'ai vraiment, je me suis pas marré une seule fois. Donc bon, bah, vu que ça me fait pas rire, je vais pas enchaîner. Connais-tu le groupe Cage the Elephant? À chaque fois que j'en parle autour de moi, personne ne connaît. Écoute, je ne connaissais pas ce groupe jusqu'à ce qu'un abonné m'en parle sur les premiers JDV. Vraiment, ça commence à dater. Hein. C'était il y a très longtemps. Et donc, je suis allé écouter. Donc voilà, donc je peux répondre grâce à cet autre abonné. Je peux te répondre. Ouais, je connais. Ouais, je connais. Mais si on m'en avait pas parlé, je n'aurais jamais entendu. Et d'ailleurs, voilà, on m'en a parlé. Je suis allé écouter. Je trouvais ça bien, mais c'est pas mon style. Mais c'est bien. Hein. Et par la suite, j'en ai plus jamais entendu parler. Tu es la 2e personne qui m'en reparle. Donc je comprends que voilà, qu'autour de toi, personne ne connaisse. Voilà. À quand une vidéo sur tes belles-mères? Une vidéo sur mes belles-mères, mais il faudrait qu'elles soient décédées, parce que sinon je vais avoir un procès. Voilà. Je vais quand même pas m'en sortir comme ça si facilement. En fait, j'en ai eu 2, enfin 3, 4. Bon, j'ai arrondi à 8. Non, je plaisante. Mais j'en ai côtoyé, voilà, j'en ai côtoyé 3. La première, elle est décédée en fait, donc je pourrais en parler. Le problème, c'est que c'est des souvenirs tellement violents. En fait, j'ai jamais pensé à faire une vidéo là-dessus, parce que je vois pas trop l'intérêt à part... Enfin voilà, si vous voulez lire des trucs sur un gamin, mais vraiment entre 5 ans et 7 ans, qui se fait tabasser, menacé de mort... Enfin, voilà, c'est tellement glauque, je sais pas, en faire une vidéo, ce serait la vidéo du malaise de ouf, quoi. Donc c'était une vraie connasse, hein, je précise quand même, donc morte d'un cancer intitulé Karma, on va dire, des années plus tard, hein, donc bon bref. Mais voilà, une vraie raclure, hein, humainement, elle, je l'ai haï de toutes mes forces, et voilà. Et j'ai une deuxième, donc avec qui j'ai vécu... de l'âge de... Enfin, que j'ai pas vécu avec, mais je l'ai connue de mes 8 ans à mes 18 ans quand je suis parti vivre ma vie. Et celle-là, par contre, c'est pas tout... C'est pas, comment dire...
Elle a eu des comportements absolument dégueulasses, mais c'était pas facile pour elle non plus. Enfin, c'est-à-dire que là, par contre, j'ai pas du tout le même discours. Enfin, j'étais pas facile à vivre non plus. Elle avait rien demandé, etc. Et elle m'a quand même beaucoup aidé sur pas mal de trucs. Et elle a été pleine de bonne volonté sur pas mal de trucs. Et au final, je lui suis quand même très reconnaissant. Et puis voilà. Et puis fallait voir aussi le mec avec qui elle vivait. Là, je parle pas de moi, mais de mon père. Donc elle, par contre, j'ai beaucoup plus de reconnaissance et d'affection. On se parle jamais. Hein, j'ai aucun contact avec elle du tout. Je suis parti à 18 ans et en gros, ça, même elle, elle n'a jamais cherché à me rejoindre, enfin à me recontacter, tout ça. Donc voilà, je pense que ça en dit très long sur son attachement à moi, je veux dire. Mais quand je pense à elle, j'ai pas de rancœur ou de machin, même s'il y a eu voilà parfois des trucs pas très cool. Mais il y a eu aussi plein de chouettes choses. Alors que la première, pas du tout. Mais la première, c'était une folle en fait. Enfin, elle l'a fait tellement. Moi que j'y repense, je comprends même pas que mon père l'ait pas. Enfin, je comprends même pas. Qu'on l'ait pas envoyé en tôle pour ce qu'elle m'a fait. Et je pense que quand tu peux faire des choses pareilles à un enfant vraiment petit, comment dire, t'en es pas à ton coup d'essai. Enfin, c'est-à-dire que je pense que, enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc ce serait vraiment une vidéo sur quoi, c'est la maltraitance envers les enfants. Enfin, je sais pas, quel serait l'intérêt de faire ça en fait. Voilà. Et puis, la troisième belle-mère. J'ai même pas envie d'en parler en fait, mais voilà, elle est arrivée après, donc là par contre j'ai jamais vécu avec elle, mais c'est humainement une personne, c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, il y a pas de contact, mais les rares fois où j'ai été en sa présence, je suis comme, voilà, comme disait ma grand-mère, est-ce qu'on en parle? Et donc c'est pas en bien, ou est-ce qu'on n'en parle pas? C'était très drôle, voilà, c'était ma grand-mère qui me disait ça, ma grand-mère paternelle donc, dont elle était la belle-fille. Vous suivez? Bon, parce que j'espère qu'il fait moins chaud chez vous qu'ici. As-tu entendu parler et as-tu écouté les rappeurs contemporains du mouvement SoundCloud? Alors moi, SoundCloud, je connais le site, enfin la plateforme, j'y suis d'ailleurs. Mais je connais pas le mouvement musical SoundCloud. Je savais même pas que qu'il y avait un mouvement qui s'appelait comme ça. Donc non, je ne connais pas. Je connais que le site SoundCloud. Voilà, qui est comme un Spotify, enfin c'est beaucoup plus petit, hein, mais tu me cites des artistes. Lil Peep, oui, je connais très bien. J'aimais bien d'ailleurs. Si c'est celui auquel je pense, c'est celui qui est décédé. Pas mal, c'est rap un peu dépressif, très mou. Enfin, des gens comme ça un peu qui marmonnent quoi. C'est pas rap énervé, violent quoi. Extentation, ça me dit quelque chose aussi. Je crois que j'avais écouté et que j'aimais bien aussi. C'est pas un truc que j'écouterais tout le temps, hein, parce que moi ça m'endort, hein, du coup au bout d'un moment. Mais il y a des trucs pas mal. Juice WRLD, je crois que je connais également. En fait, à une époque, j'avais un peu fouiné là-dedans. Et d'ailleurs, j'en avais enregistré quelques-unes pour les sauvegarder. Ça me faisait un peu penser, pour certains en tout cas, à une version un peu rap du coup de Cobain. C'est vraiment des jeunes où vraiment tu sens qu'ils sont à ça de se faire péter le caisson. Voilà. Et puis sans parler de tous ceux qui y passent. Hein. Ah bah putain, voilà, incroyable. Quel est ton rapport avec Kurt Cobain? Je vous jure que je l'avais pas lu. Enfin, que je l'avais pas vu là à l'instant. Le personnage en tant que tel et même sur le profil psychologique. Qu'est-ce qui le rend fascinant, intéressant? Kurt Cobain, humainement, pour moi, c'était pas une très belle personne. Hein, et je crois enfin, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là-dessus. Hein, c'était pas son but hein, d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'anecdotes où il ressort vraiment comme un con quoi. Enfin voilà, mais pas con débile. Hein, c'était quelqu'un d'incroyablement intelligent. Il y a qu'à lire son journal, le journal intime de Kurt Cobain, c'est incroyable. Hein, je vous le recommande totalement, même si vous n'êtes pas forcément fan de Nirvana, mais pour lire le journal intime de quelqu'un qui réfléchit sur lui-même. Enfin, c'est super intéressant. Bref. Et très pertinent, mais ça le rendait pas aimable. C'était pas quelqu'un qui était, enfin il était comme très aigri, il avait beaucoup de rancœur envers tout le monde et le milieu artistique. Et puis je pense qu'il était tellement dégoûté de devenir célèbre parce que une fois que tu es devenu célèbre, tu es obligé d'être heureux d'être devenu célèbre et riche donc, etc., etc. Et lui, ça le rendait pas heureux. Du coup, il culpabilisait là-dessus et il en voulait aux gens de le faire culpabiliser. Donc voilà, donc c'est un personnage fascinant, je pense, fascinant, vraiment. Et ce qui le rend fascinant, c'est ça, je pense, c'est cette incompatibilité à muer, en fait. C'est un mec qui a pas mué, c'est comme le serpent, quoi. Il a pas mué en passant d'une situation qui concrètement était détestable et horrible et où tout le monde aurait la haine, le blues et l'envie de se flinguer, tout ça.
à une situation de milliardaire à qui tout sourit, que tout le monde adore, mais qui n'arrive pas à changer son mindset, quoi. Par contre, c'est vrai que il a eu des comportements que je trouve vraiment à chier, enfin, avec Axl Rose par exemple, enfin, des gens qui l'ont soutenu, qui lui ont tendu la main, mais même d'autres, hein, ou qui l'a renié, enfin Kiss, quoi. Kurt Cobain c'était un fan malade de Kiss, quoi. Et dès qu'il est devenu célèbre, il s'est rendu compte que ça ferait con de dire que t'es fan de Kiss, du coup il a chié dessus, enfin, ah mec, c'était un peu nul, quoi. Donc bon, pour en parler en 2 minutes, hein, mais faudra en Kurt Cobain, faut en parler longuement, quoi. Tes épisodes préférés de Miami Vice, alors je connais pas assez bien, j'ai l'intégrale, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, donc j'adore. Je me suis même refait tous les épisodes il y a 3 ans, 4 ans, avec ma chérie, on a adoré. Par contre, on les connaît pas par cœur, hein, donc je peux pas te citer mes épisodes préférés de Miami Vice. J'ai en tête 2-3 événements qui sont dans des épisodes et que vraiment j'adore parce que c'est culte et tout, quoi, mais je pourrais pas te dire les épisodes eux-mêmes, c'est lesquels, quoi. Connais-tu la série L'Homme de Nulle Part, diffusée sur Canal+ dans les années 90? Pas du tout, mais le titre me dit quelque chose, donc je pense que si je regarde, je vais vite reconnaître et ça va me rappeler quelque chose. J'irai checker après, tiens. Quel est ton rapport au sport? En pratique-tu et en regardes-tu? Mon rapport au sport, il est nul, il est inexistant. Je n'en pratique pas, j'en ai jamais pratiqué. Et en regardes-tu encore moins. Voilà. Alors, à une époque dans ma vie, je regardais un tout petit peu, genre Roland Garros, mais quand j'étais ado, quoi, genre 16-17 ans l'été, des fois je regardais ça à la télé, j'aimais bien, mais j'aimais bien, c'était surtout parce qu'il y avait André Agassi, enfin, t'avais des personnalités qui étaient ouf, quoi. C'était pas tellement le tennis en lui-même, c'était vraiment les stars du tennis que je trouvais dingue. Même Lendl, il me faisait marrer. Donc voilà, donc ça, je sais que j'ai regardé un peu du tennis à une époque de ma vie, mais ça s'est arrêté, quoi, enfin c'est tout. Et course de voiture avec mon grand-père, certains dimanches où on allait déjeuner chez mes grands-parents et où mon grand-père qui aimait énormément les courses automobiles, quand il y avait les grands prix, tout ça, sur TF1, tout ça, il regardait après le déjeuner. Et des fois, je regardais avec lui, quoi. Et c'est vrai que c'était pas mal. Mais c'est tout, enfin, j'étais pas passionné, enfin, voilà. Et après, dans ma vie, j'ai plus jamais regardé. Et donc voilà, donc mon rapport au sport, il est nul et j'ai jamais fait de sport après le bahut, quoi. Enfin, dès que j'ai été plus obligé de faire du sport, j'ai pas fait de sport, quoi. J'avais fait taekwondo, kung-fu, les trucs comme ça, mais pour moi, c'est pas vraiment enfin, je vois pas ça comme une discipline sportive, hein, bizarrement, les arts martiaux. Je vois ça comme un truc plus... Enfin, il y a trop de spirituel dedans pour que ce soit comparable à un truc genre... le ping-pong ou même le football ou voilà. Et voilà, et c'était la dernière question sélectionnée. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.